Bien, bonjour. Oui, les annonces ont été faites un peu tardivement, alors soit c'est ça, soit le fait que je finisse par fatiguer mon audience. Donc, pour cette série de cours là, qui va commencer, je vais revenir aux maladies monogéniques, puisque l'an dernier, j'avais fait un tour sur la génétique des maladies communes. Donc là, on va revenir aux maladies monogéniques et sur un aspect évidemment important qui est celui de est-ce que la compréhension des maladies qui a explosé grâce au progrès sur les connaissances du génome, grâce au progrès technologique, on a identifié de plus en plus de gènes qui sont responsables, qui sont mutés dans des maladies génétiques. Ceci a permis d'aider au diagnostic, au conseil génétique, au diagnostic prénatal, à tout ça. Mais évidemment, la question que se posent les patients et les familles, c'est est-ce que ça va aider pour la prise en charge médicale et les traitements de ces maladies, puisque souvent il s'agit de maladies extrêmement handicapantes ou qui entraînent une espérance de vie très raccourcie, quelquefois les deux ensemble. Et donc la question c'est effectivement, est-ce que les connaissances sur les maladies, ce qu'on appelle sur les mécanismes, parce qu'effectivement vous avez d'une part le gène qui est muté, et puis ça entraîne un certain nombre de manifestations cliniques, mais entre les deux il y a ce qui est en général une boîte noire, et qu'il s'agit de décrypter, ce qu'il y a dans cette boîte noire, c'est comment le déficit en une protéine, ou quelquefois le trop de fonctionnement d'une protéine, c'est un cas de gain de fonction, entraîne toute une série d'événements qui vont au niveau de la cellule, au niveau d'un organe, et qui vont se traduire effectivement par les manifestations cliniques. Donc c'est la physiopathologie. Bien connu, puisque le collège est le lieu de Claude Bernard. Et évidemment, une fois qu'on a compris au moins partiellement la physiopathologie, on peut se dire, est-ce que ça va aider effectivement au traitement? Donc, cette série de cours sera consacrée à ceci. Alors, évidemment, il y aura des choix, puisque c'est une littérature extrêmement abondante. Il y a beaucoup de choses qui bougent, j'allais dire, pour un scientifique, souvent il se dit, tiens, il y a vraiment des progrès. Le problème, évidemment, c'est que du côté des malades et des familles, tant que vous n'avez pas fait tout le chemin jusqu'au développement du médicament, pour eux, il n'y a pas encore de progrès. Donc, ce qui a l'air d'être des progrès intéressants du côté des patients et des familles, eux trouvent évidemment, et on les comprend, que les choses vont lentement. Et je vais peut-être illustrer justement par quelques histoires qui montreront combien de temps ça peut prendre. Donc, pour ce premier cours, pour cette heure, j'ai décidé de faire une petite introduction sur des maladies génétiques pour lesquelles il existe des traitements depuis assez longtemps, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années, et pour montrer comment est-ce qu'on a pu arriver à ces traitements, et que malheureusement les choses ne sont pas toujours aussi simples, et qu'on fait un progrès, et puis on s'aperçoit qu'il y a un problème, et donc il faut résoudre le problème, sinon dans certains cas on annule le progrès. Donc, c'est donc quelques succès classiques dans le traitement des maladies génétiques. C'est la première heure. La deuxième heure, ce sera deux exemples de thérapeutiques pharmacologiques qui sont en cours d'être testés, plus ou moins avancés selon le cas, mais sur la base, en fait, de ce qu'on a appris sur des modèles animaux de la maladie, puisque après avoir découvert le gène, il a pu être fait des modèles animaux, notamment dans la souris, mais quelquefois dans la drosophile, de ces maladies. Et ça a permis de se dire, tiens,
dans cette boîte noire, il y a des voies de signalisation qui sont altérées, des voies de signalisation pour lesquelles on a des composés pharmacologiques qui étaient connus et qui interfèrent avec cette voie de signalisation. Peut-être que ces composés pharmacologiques pourraient être utilisés et des essais cliniques ont été faits. Donc ça sera la deuxième heure. Les deux cours de la semaine prochaine seront consacrés à des aspects de thérapie génique. Alors, comme vous savez, on parle beaucoup de la thérapie génique, notamment, je dirais, au moment du Téléthon. Quelquefois, certains collègues trouvent même qu'on en parle trop, que la thérapie génique, ça ne marche pas, ou ça ne marche que dans de trop rares cas, et donc on dépense trop d'argent là-dedans. Et donc, j'essaierai de vous faire une présentation balancée, et je pense que les choses, quand même, bougent dans le bon sens, même si ça ne sera pas la panacée pour toutes les maladies génétiques, ça c'est absolument évident. Et donc, je parlerai un cours sur des succès cliniques, je dirais déjà avérés, mais sur un petit nombre de malades, très petit nombre de malades quelquefois, et puis des essais en cours ou en préparation, notamment pour des maladies musculaires. On parlera encore en principe de thérapie génique le 30 mars, et puis d'autres aspects de thérapeutique pharmacologique où c'est plus tellement d'avoir une thérapeutique pour une maladie donnée, mais éventuellement une thérapeutique pour des types de mutations données, éventuellement pour plusieurs maladies différentes, ou des thérapeutiques qui, pour une maladie donnée, ne vont agir que chez les patients qui ont certaines mutations particulières. Ce qui est ce qu'on appelle quelquefois la médecine très personnalisée, puisqu'on va avoir effectivement, on va se dire, on peut traiter le malade avec ce médicament que s'il a effectivement telle mutation. Donc nous commençons par les premiers succès thérapeutiques pour des maladies génétiques, avec 3 exemples. Phénylcétonurie, hémophilie, sont vraiment alors là des exemples ultra classiques qu'on apprend aux étudiants en médecine tout à fait au début et que même dans le grand public on connaît bien. Et ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est l'enzymothérapie substitutive pour les maladies lysosomales. Alors la phénylcétonurie, c'est un exemple intéressant parce que c'est une des toutes premières maladies génétiques identifiées, responsables de retard mental et dont le mécanisme biochimique a pu être compris bien avant qu'on puisse identifier par les techniques de clonage ou de génie génétique, qu'on puisse identifier des gènes, qu'on puisse séquencer des gènes. Donc la phénylcétonurie, qui était responsable, on peut parler au passé, de retards mentaux très sévères. C'est une maladie autosomique récessive. Et donc les retards mentaux, c'est une pathologie, j'en ai déjà parlé, qui est très hétérogène, très complexe. Il y a des tas de maladies génétiques ou d'événements génétiques qui peuvent être responsables de retards mentaux. Donc c'est très complexe. Et pourquoi la phénylcétonurie a pu être identifiée? C'est une cause qui était pas si rare, disons, que ça dans les retards mentaux, mais surtout, il se trouve qu'en 1934, quelqu'un, donc Folling, je crois que c'est un Danois ou un Suédois, je ne me rappelle plus, a remarqué que chez certains patients qui étaient dans des institutions pour retardés mentaux, leur urine avait une odeur très particulière. Et c'est dit, s'il y a une odeur très particulière, c'est qu'il doit y avoir un composé anormal. Il a identifié ce composé comme des dérivés d'un acide aminé, la phénylalanine. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la phénylcétonurie, parce qu'il y a des composés phénylcétoniques qui s'accumulent dans l'urine, qui donnent donc cette odeur caractéristique qui a permis de dire, tiens, parmi
tous les patients avec retard mental qui étaient dans des institutions, eh bien de temps en temps, pas très fréquemment, mais de temps en temps, on en trouve où leur urine a cette odeur. Donc, par chimie, identification de ces composés phénylcétoniques. Et, bon, évidemment, c'était une période entre 1934 et 1947-53 où, d'une part, il y avait des événements dans le monde qui faisaient que peut-être certaines recherches étaient considérées comme un peu moins importantes. Et puis surtout, c'était l'époque où la biochimie, notamment la biochimie des enzymes, se construisait. Donc les outils, petit à petit, se construisaient. Et c'est entre 1947 et 1953 qu'un autre chercheur, donc Gervis, identifie l'anomalie biochimique, le déficit d'une enzyme qui transforme la phénylalanine en un autre acide aminé, la tyrosine. Et donc, cette enzyme, c'est la phénylalanine hydroxylase. Et effectivement, comme cette enzyme transforme la phénylalanine en tyrosine, cette enzyme est déficient chez les patients. On aurait pu se dire, est-ce qu'il y a un déficit en tyrosine, puisqu'on ne fait plus de tyrosine à partir de phénylalanine. Mais la tyrosine, c'est un acide aminé qui se trouve dans l'alimentation. Et donc, en fait, le problème n'est pas un déficit dans le résultat de la réaction enzymatique, mais en fait, le fait que cette réaction enzymatique, c'est celle qui catabolise, qui permet surtout de cataboliser la phénylalanine. Et quand cette enzyme est absente, la phénylalanine augmente dans le sang, mais augmente aussi dans le cerveau, et on peut constater effectivement, comme ça, que la phénylalanine était extrêmement toxique quand elle était en trop grande quantité pour le cerveau, et notamment pour le cerveau en développement, donc pour le cerveau du jeune enfant. Donc cette anomalie a été identifiée donc, en 1947 et 1953, et un clinicien qui travaillait en Suisse à l'époque, et puis qui après allait en Angleterre, et je montrerai un peu pourquoi, a eu se dire que finalement la phénylalanine, sa source, elle est essentiellement alimentaire, et donc que peut-être on arriverait, puisqu'il y a cette phénylalanine qui est toxique parce qu'elle s'accumule, en ayant une alimentation qui soit pauvre en phénylalanine, on pourrait peut-être arriver à des résultats intéressants. Et c'est allé très vite. Les premiers essais cliniques ont été très encourageants, mais avec quelque chose d'important, on s'est aperçu que c'était encourageant qu'à condition de commencer le traitement très tôt. Je vous ai dit, la phénylalanine est toxique pour le cerveau en développement, donc pour le cerveau du jeune enfant. Donc, il fallait commencer le traitement le plus tôt possible après la naissance. Ça voulait dire que, évidemment, chez un enfant nouveau-né, on ne sait pas a priori est-ce qu'il a un retard mental. Donc, il fallait pouvoir faire un diagnostic très rapide, en l'absence de signes cliniques. Et ça a été quelque chose qui a conduit à proposer de faire systématiquement sur tous les nouveau-nés, même ceux qui apparemment, il n'y a aucune histoire de phénylcétonurie dans la famille, donc a priori c'est le nouveau-né tout le monde, mais enfin, les maladies récessives le plus souvent surviennent dans des familles où il n'y avait rien avant, et donc de faire un dépistage prénatal systématique sur tous les nouveau-nés, par un prélèvement sanguin au talon tant que le nouveau-né est encore à l'hôpital, et mesurer est-ce que dans cette petite goutte de sang, il y a un taux normal ou au contraire un taux trop élevé de phénylalanine. Et donc ça a été mis en place d'abord dans des essais. Alors d'abord il a fallu, et ça c'est M. Guthrie, Robert Guthrie, dont la photo est là, qui a mis au point, qui était au début un bactériologiste, et j'ai expliqué aussi parce que c'est intéressant pourquoi tout d'un coup un bactériologiste s'intéresse, aussi quelqu'un qui travaille sur le cancer, mais s'intéresse à la phénylcétonurie, a développé un test qui pouvait être fait pour pas cher, parce que quand vous faites un test sur tous les nouveau-nés,
pour détecter quelque chose, j'ai oublié de vous dire, la fréquence de la phénylcétonurie, c'est environ 1 sur 10 000 à 1 sur 12 000. Donc vous devez faire 12 000 tests pour en trouver un positif. Donc c'est évident qu'il faut que ce test soit très sensible, parce que vous ne voulez louper personne, mais il faut qu'il ne coûte pas cher. Parce que s'il coûte très cher, évidemment, tout le monde vous dira... Donc Guthrie a développé un test pas cher, qu'on a appelé le test de Guthrie, et qu'on continue d'ailleurs souvent d'appeler le test de Guthrie, bien que les progrès de la technique aidant, on ne fait plus comme effectivement ce premier test. Maintenant, c'est des tests beaucoup plus, je dirais, quantitatifs qui se font. Mais ça a été très important parce que ça a permis, dans plusieurs États américains, et puis assez rapidement en France, dans tous les pays européens, et à l'heure actuelle, quasiment, je dirais, dans tous les pays où il y a suffisamment d'argent pour qu'il y ait un système de santé qui soit efficace et bien organisé. Donc, dans tous ces pays dans le monde, il y a un dépistage systématique de la phénylcétonurie qui permet, en 15 jours ou 3 semaines, de dire attention, cet enfant est effectivement le phénylcétonurique, a des taux élevés de phénylalanine dans le sang, et donc il faut le mettre sur le traitement diététique. Et donc tout était très bien, c'était vraiment un succès extraordinaire, obtenu, comme dit, dès les années 65, donc avant qu'on puisse identifier des gènes par les techniques actuelles, qu'on puisse les séquencer. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte d'un problème que dont je vais parler un petit peu, c'est qu'on risquait de perdre la totalité de ce qu'on avait gagné par le fait que les mères qui avaient été, enfin les jeunes femmes, les filles plutôt, qui avaient été détectées, traitées et qui faisaient des enfants, eh bien, ces enfants n'étaient pas génétiquement atteints par la phénylcétonurie, mais il y avait un problème de toxicité maternelle de ces femmes qui avaient des taux élevés de phénylalanine dans le sang pour le cerveau du fœtus et pour, d'une manière générale, le développement fœtal. Alors, juste une chose, alors je m'excuse pour les diapositives qui sont quelquefois un petit peu complexes et en plus en anglais, parce que ça c'est une facilité, n'est-ce pas, de faire du copier-coller. Mais deux petites histoires. Donc vous avez vu qu'il y a 2 noms qui ressortent là-dedans pour la mise en place du traitement et du dépistage néonatal. C'est le docteur Bickel et c'est Robert Guthrie. Et donc c'est intéressant de savoir pourquoi ces gens-là se sont intéressés à cette maladie, pourquoi ils ont commencé, parce que ça montre, et c'est quelque chose qui est important pour les maladies génétiques. Les maladies génétiques, c'est des maladies rares qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, n'intéressaient pas beaucoup, et on va en parler, l'industrie pharmaceutique. Souvent, n'intéressaient pas beaucoup la majorité des médecins parce que, de toute façon, on ne peut rien faire, puis de toute façon, c'est tellement rare, on va en voir une fois, puis la probabilité qu'on en voit une deuxième fois est nulle, donc pourquoi s'intéresser à ça? Et donc, Bickel, qui était pédiatre, avait commencé à être formé chez un grand pédiatre de l'époque suisse, Fanconi. Il y a une maladie qui s'appelle l'anémie de Fanconi, qui est très, très connue. Et Fanconi avait dit, voilà, il faut faire ce test sur l'urine de chaque patient avec un retard mental qui permet de détecter la phénylcétonurie. Ensuite, M. Bickel est nommé un hôpital d'enfants à Birmingham. Il commence à faire ce test, il trouve un patient, et la mère de ce patient lui dit « mais il faut absolument faire quelque chose, faites quelque chose », etc. Et finalement, c'est sur l'instance de cette mère qu'il se dit « tiens, mais peut-être que si on diminuait l'apport de phénylalanine, il y aurait
des effets intéressants. Et effectivement, il montre que ça peut être utile, et notamment utile chez les patients détectés tôt. Et donc, on passe à Robert Guthrie, qui, lui, s'est intéressé à ça, je dirais, pour des raisons personnelles. Il avait un enfant avec un retard mental, et il avait notamment aussi une nièce dont on avait trouvé à l'âge de 15 mois qu'elle avait une phénylcétonurie, et c'était trop tard pour pouvoir la traiter efficacement. Et donc, il s'est dit qu'il allait essayer de mettre au point ce test permettant de faire un diagnostic prénatal. Alors, à l'époque, c'était un test bactériologique, c'est-à-dire qu'on avait des bactéries qui avaient besoin de phénylalanine pour pousser, et donc on découpait la goutte de sang qui était déposée sur un buvard, et on regardait sur des boîtes de pétri, est-ce que ça permettait à ces bactéries qui avaient absolument besoin de phénylalanine de pousser ou pas pousser, et selon qu'elles poussaient très bien, c'est qu'il y avait beaucoup de phénylalanine, si ça ne poussait pas beaucoup, c'est qu'il y avait un taux normal. Donc ce premier test marchait bien. Je vous dis maintenant, on a un test qui est complètement, je dirais, de mesure de la phénylalanine, mais enfin ça a été un premier test. Et dès 1963, 61-63, il y a 400 000 nouveau-nés qui avaient été testés, 39 cas qui avaient été trouvés, à peu près 1 sur 10 000, et ça prouvait vraiment que ça pouvait marcher. Ce qui est intéressant dans ce qui est dit dans ce petit historique, c'est que là aussi, il fallait évidemment des fonds pour mettre en place ce dépistage systématique, hein, puisqu'il s'agit, même si ce n'était pas trop cher individuellement, multiplié par le nombre de naissances, c'était quand même un budget notable, et que c'est les associations de malades qui ont fait du lobbying pour que ça passe, alors qu'il y avait une opposition des associations de médecins, probablement de se dire à quoi bon, de toute façon ça ne sert pas à grand-chose, c'est tellement rare, c'est pas la peine de... Voilà. Donc là encore, ça montre qu'effectivement, cette pression des familles dans le cas de ces maladies rares est extrêmement importante, et ça reste évidemment aujourd'hui, et vous connaissez évidemment ces diverses associations et l'AFM au premier temps. Donc tout est très bien, il y a un dépistage néonatal qui marche, il y a des enfants qui sont traités par ce régime pauvre en phénylalanine. C'est un régime quand même qui est lourd, parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller au McDonald's du coin manger un hamburger, ils ne peuvent pas manger... Il faut une nourriture avec des hydrolysats de protéines dont on a retiré la majorité de la phénylalanine, mais d'autre part, la phénylalanine est un acide aminé essentiel pour la croissance, etc. Donc il faut en avoir suffisamment, parce que sinon il y a des troubles de la croissance, mais pas trop, parce que sinon, il y a donc, si vous voulez, c'était un équilibre délicat, mais les gens avaient mis ça au point, ça avait l'air de marcher bien, les enfants n'avaient pas de retard mental, alors que autrement, sans traitement, c'était un retard mental très sévère. Alors, déjà, on se doutait qu'il risquait d'y avoir un problème avec les mères hyperphénylalanimiques. Et dès 1963, il y avait une publication d'une jeune femme, c'était donc avant même qu'on fasse le traitement, etc., d'une jeune femme qui, je ne sais pas quelles sont les conditions, avait eu un enfant sévèrement mal formé, et vous avez vu qu'elle était qu'elle avait une phénylcétonurie, et cet enfant était sévèrement mal formé, alors que lui-même n'était pas, puisque c'est une maladie récessive, il était hétérozygote, mais il n'était pas lui-même, il n'avait pas de phénylcétonurie lui-même. Et donc, ça a suggéré que, attention, il pourrait y avoir une toxicité d'un taux élevé de phénylalanine maternelle sur le fœtus. Et effectivement, à partir des années 70,
on a commencé à avoir des grossesses chez des filles qui étaient nées dans les années, disons, 1960, oui, un peu plus après, disons, fin des années 70, des filles qui commençaient à avoir des grossesses, et effectivement, on s'apercevait qu'elles avaient des enfants qui étaient très sévèrement atteints, et non seulement un retard mental, mais avec carrément des malformations, une microcéphalie, souvent des malformations cardiaques, et un retard mental, un retard de croissance, etc. Et finalement, si vous dites que si on ne faisait rien, tous les enfants d'une femme phénylcétonurique allaient avoir ça, bien ça veut dire que tout ce que vous aviez gagné pendant une certaine période, vous alliez le reperdre parce que vous alliez refaire autant et même plus pour une femme phénylcétonurique traitée, elle pouvait avoir 2 ou 3 enfants qui, eux, allaient être atteints. Donc, le problème allait ressurgir. Alors, ils ont finalement trouvé que si on faisait un traitement diététique, mais alors lui beaucoup plus strict que celui qu'on faisait avant, à partir de la conception, et ça veut dire que, parce que, comme dit, la conception, on ne sait pas toujours exactement quand elle se passe, etc. C'est-à-dire qu'on conseille même à ces jeunes femmes de reprendre un traitement diététique strict à partir du moment où elles ont une idée de grossesse. Parce qu'effectivement, il faut que ce traitement strict soit commencé donc à partir du début du développement du fœtus jusqu'à l'accouchement, et ça résout, semble-t-il, le problème. Mais ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il faut dire une chose. Donc, pendant longtemps, on a pensé que ce traitement, il suffisait de le faire pendant la période de développement du cerveau, et puis que quand l'enfant avait grandi, il semblait qu'on pouvait peut-être le relâcher un peu, en tout cas le rendre moins strict. Et notamment la période de l'adolescence, c'est une période où effectivement l'enfant, l'adolescent, il veut être comme ses copains, il veut manger comme ses copains, et si à chaque fois on dit ben non, toi il faut que tu manges quelque chose en plus qui n'est pas toujours, semble-t-il, cette nourriture spéciale, elle n'est pas toujours extrêmement appétissante. Donc c'est un traitement qui n'est pas évident à poursuivre toute la vie. Donc on avait tendance à soit dire bon, ben, finalement on peut l'arrêter, soit en tout cas diminuer la manière dont il était suivi. Et donc ça voulait dire qu'il fallait retrouver toutes les filles qui avaient été traitées, qui peut-être avaient été perdues de vue, parce qu'elles avaient arrêté le traitement, ou elles continuaient un traitement plus ou moins bien, mais sans revoir un médecin, pour pouvoir les avertir et leur dire attention, là il y a un danger gravissime d'avoir un enfant malformé. Et comme disait Charles Craiver, qui est un des grands spécialistes des maladies des acides aminés, il dit, c'est donc ce qu'il écrivait en 1997, 30 ans après que l'on sache que ça serait un problème, je vous l'ai dit, à partir de 63, on savait qu'il y avait ce problème, c'est un problème qui doit être résolu et qui ne l'est pas complètement, parce qu'autrement, tout ce qui a été gagné par la prévention du retard mental lié à la phénylcétonurie sera perdu dans cette espèce d'échange faustien ou de contrat faustien terrible. Alors, donc, voilà, c'est ça, il faut retrouver toutes les femmes diagnostiquées, c'est pas toujours évident, et d'où, et c'est souvent le cas aussi pour beaucoup de ces maladies, la nécessité d'avoir des centres de référence. Alors, par exemple, grâce au plan maladies rares en France, on a maintenant un réseau de centres de référence, et ça joue un grand rôle, et d'avoir des bases de données de patients pour pouvoir retrouver les patients. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que quelquefois, ils déménagent, ils ont changé
d'endroits. Et donc, alors maintenant, on pourrait se dire, ben voilà, c'est une histoire presque finie. Bon, on a mis au point le dépistage, on a mis au point un traitement diététique. Il y avait l'histoire de l'hyperphénylalémie maternelle, mais on sait comment pouvoir la traiter. Et pourtant, il y a des recherches qui se poursuivent pour essayer de trouver des traitements alternatifs au traitement diététique. Alors, pourquoi ? Bien, on s'est quand même aperçu, d'abord, que les enfants qui avaient été traités n'avaient pas de retard mental, mais si on comparait le QI à celui de leurs frères ou sœurs ou à celui de groupes contrôle du même âge, même milieu social, ils avaient quand même un QI un peu plus faible. Et puis, ils avaient quelquefois des troubles psychologiques, notamment dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, il y avait quand même des petites choses. Et surtout, on s'est aperçu peu à peu qu'il ne fallait pas arrêter le traitement diététique. Parce que si on arrêtait le traitement diététique, bon, ils ne retombaient pas dans un retard mental tragique comme ceux des enfants qui n'avaient pas du tout été traités, mais ils perdent des fonctions cognitives, ils ont des troubles neurologiques, etc. Et donc, comme il dit ici, il y a un consensus maintenant quasi total qu'il faut faire une thérapie à vie. Et que malgré cela, quand même, la manière de prendre en charge la phénylcétonurie reste variable dans le monde. Et comme je l'avais dit, le problème de cette thérapie diététique à vie, c'est qu'elle est quand même assez lourde. Elle est d'abord assez coûteuse, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas aller au supermarché du coin prendre les choses qui sont les moins chères. Vous devez avoir des choses qui sont produites en petite quantité, qui sont traitées. Apparemment, bon, maintenant il y a des efforts pour que ça soit un petit peu plus goûteux, mais c'est pas évident. Ces problèmes sociaux, hein, comme je vous dis, c'est l'adolescent qui voudrait pouvoir aller au McDo avec ses copains et qui ne peut pas. On peut se dire que c'est peut-être pas très grave, mais enfin voilà. Et il y a aussi le fait qu'il peut y avoir des déficiences nutritionnelles qui se surajoutent. Donc voilà, donc tout ceci fait qu'on se dit que ça serait quand même bien d'avoir peut-être des thérapeutiques alternatives, peut-être pour un jour éviter d'avoir à prendre à vie ce traitement diététique, ou pouvoir le prendre d'une manière un petit peu moins stricte, notamment pour ceux pour lesquels il y a un rejet. Alors, cette enzyme, d'ailleurs, juste une petite chose que j'avais oublié de dire, la phénylalanine hydroxylase, donc qui est l'enzyme déficient dans le retard dans cette maladie, est une enzyme qui est exclusivement hépatique. Donc je trouve que c'est intéressant de rappeler que le retard mental, ce n'est pas toujours parce qu'il y a un gène et une protéine qui est importante dans le fonctionnement du cerveau et des neurones qui est anormal. Là, il s'agit d'une enzyme hépatique, mais simplement, le résultat est l'accumulation d'un produit qui est toxique pour le cerveau. Cette enzyme a des cofacteurs qui s'appellent la tétrabioptérine, BH4, et on avait déjà remarqué que certains patients phénylcétonuriques ne réagissaient pas au traitement diététique, et c'est heureusement une petite minorité, et on s'est aperçu que parce qu'eux, ils avaient un déficit dans cette réaction enzymatique, non pas parce que l'enzyme elle-même était déficiente, mais parce qu'il y avait une déficience dans une des enzymes de synthèse du cofacteur de la bioptérine. Et donc, s'il n'y a pas de bioptérine, il n'y a pas l'activité enzymatique est nulle. Et donc, ils ont commencé à développer des bioptérines de synthèse pour essayer de traiter ces patients. Et puis, il y a eu des essais aussi chez les patients phénylcétonuriques par déficit en phénylalanine hydroxylase.
Et on s'est aperçu que chez certains patients, notamment ceux qui avaient encore une certaine activité enzymatique résiduelle, que si on donnait cet analogue de tétrabioptérine, qui s'appelle maintenant la saproptérine, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas comment c'est en France, eh bien, certains patients, pas tous, étaient qu'on appelle BHK sensibles, et donc s'amélioraient avec cette molécule. Il y a eu des essais cliniques, phase 2, phase 3, et à l'heure actuelle, c'est un produit, donc une molécule qui a été approuvée par la Food and Drug Administration, et je crois aussi en Europe, mais qui ne peut être utilisée que chez les patients qui sont BHK sensibles. Ce n'est pas, de loin pas, chez tous les patients phénylcétonuriques. Et éventuellement, ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir tester. Donc, de toute façon, la base, ça reste le traitement diététique. Mais imaginons que, voilà, il y a un adolescent qui veut vraiment plus prendre son régime ou qui le suit très mal. On peut essayer de voir est-ce qu'il est BH4 sensible, et donc pouvoir le donner, et comme dit, c'est la conclusion ici, les cliniciens doivent se poser la question des facteurs de coût du traitement et des facteurs aussi de combien le patient va suivre le traitement alternatif par rapport au traitement diététique. Donc ça, c'est un traitement qui est déjà, j'allais dire, sur le marché. Mais il y a plein de gens qui essayent plein de choses différentes, et quelquefois il y a des études qui sont précliniques, c'est-à-dire sur des modèles animaux, d'autres fois des choses qui ont déjà passé le crible de premiers essais cliniques, ou qui sont en essais cliniques. Et alors, voilà. Alors pour vous indiquer quelques-unes de ces essais ou de ces stratégies qui sont testées. Il y en a une qui va introduire un petit peu ce que je vais vous raconter après sur les thérapies par remplacement enzymatique. Et là, pour des raisons, je crois, de facilité de production d'un enzyme actif, la cible n'est pas l'enzyme qui est déficient, mais d'essayer d'apporter un autre enzyme qu'on appelle la phénylalanine ammonialiase, qui est aussi une enzyme qui permet de cataboliser la phénylalanine en enlevant de l'ammoniac. Donc d'apporter cette enzyme, notamment dans les voies digestives, de manière à, si vous voulez, cataboliser la phénylalanine qui est présente dans l'alimentation, la cataboliser de manière plus importante. Et effectivement, donc, il y a une enzyme qui a été préparée, modifiée par addition d'un composé qu'on appelle le PEG, pour la stabiliser, pour que cette protéine puisse être prise par voie orale et ne pas être elle-même digérée, parce qu'il faut qu'elle puisse... Donc elle peut être encapsulée, etc. Et là, apparemment, il y a un essai clinique qui démarrait en 2008. Je ne sais pas quel est le résultat. Donc ça, c'est remplacement enzymatique. Il y a des études sur la souris qui ont montré qu'on pouvait faire de la thérapie génique chez la souris. Il y a des modèles de souris de phénylcétonurique. Mais pour le moment, tous ces essais sont restés chez la souris. Il n'y a pas eu d'essai chez l'homme. Pour le moment, quand même, les gens sont un peu réticents pour la thérapie génique. Et donc, on l'utilise, ou les essais sont quand il n'y a vraiment rien d'autre. Donc, si vous voulez, le problème de la phénylcétonurie, c'est que vous avez déjà un traitement dont on sait qu'il marche et qu'il n'est pas dangereux. Il n'est peut-être pas parfait, mais il n'est pas dangereux.
remplacer ça par un traitement dont on ne sait pas s'il marche, qui risque d'être beaucoup plus cher, etc. Donc pour le moment, des études sur la souris, en faisant choisir là où la phénylhydroxylase est, en principe, je vous ai dit, c'est une enzyme hépatique, ça serait d'essayer de réintroduire avec un vecteur viral, et ça a été montré possible chez la souris, le gène codant pour cette protéine dans les cellules hépatiques, de manière à ce que ces cellules hépatiques puissent produire la phénylalanine hydroxylase. Donc ça marche chez la souris. On sait mieux avec les vecteurs actuels, on sait corriger aussi le muscle. Le problème, c'est que si on essaye dans le muscle, non seulement il faut apporter la phénylalanine hydroxylase, mais les gènes des 3 ou 4 enzymes qui sont nécessaires pour avoir ce cofacteur bioptérine, parce que sans ce cofacteur, l'enzyme est inactif. Et là aussi, il y a eu en 2008 des exemples sur la souris, mais une souris c'est tout petit, montrant qu'on pouvait corriger ce modèle souris, le déficit dans cette modèle souris, c'est-à-dire faire baisser la phénylalanine sanguine, en corrigeant, en mettant dans le muscle à la fois le gène de la phénylalanine hydroxylase et les 5 gènes nécessaires pour pouvoir produire du BH4. Donc voilà. Et une dernière chose qui semble d'ailleurs intéressante, il y a eu des essais cliniques, semble-t-il, très, très encourageants. Il y a des acides aminés, ce qu'on appelle les grands acides aminés neutres, comme la leucine, l'isoleucine, etc., qui font une compétition avec la phénylalanine au niveau du transport dans le cerveau, et peut-être à travers la barrière hématoméningée. Et donc, il semble qu'on pourrait faire de la compétition en augmentant l'apport de ces acides aminés neutres pour à la fois diminuer la phénylalanine dans le sang et le cerveau, mais aussi peut-être, justement, l'excès de phénylalanine peut-être a une action d'inhiber le transport de ces acides aminés neutres, et que ça pourrait être une partie de la pathologie aussi. Et donc, il y a eu des essais encourageants, des essais cliniques en 2007, montrant que là aussi, il y avait peut-être quelque chose d'intéressant, peut-être pas pour remplacer la thérapie diététique, mais pour la complémenter. Donc, je crois qu'on a terminé pour la phénylcétonurie. Thérapie des génétiques. Alors, juste rappeler l'autre exemple, je dirais assez vieux de traitement de maladies génétiques, c'est les hémophilies. Hémophilie A, déficience en facteur 8, hémophilie B, déficience en facteur 9, où assez tôt, quand on a pu à peu près identifier biochimiquement, et je dis encore à peu près parce que c'était complexe, donc dans certains cas ça a été fait après même que le traitement ait été mis au point, qu'il pouvait y avoir des extraits plasmatiques, des concentrés plasmatiques qui permettaient d'apporter le facteur de coagulation manquant et qui était responsable du fait que ces enfants saignaient à la moindre blessure et ça pouvait effectivement entraîner des problèmes extrêmement, extrêmement sévères. Donc, ces traitements par substitut plasmatique, concentré plasmatique, marchaient bien. Et puis, patatras, en 1980-82, on s'est aperçu que ces concentrés plasmatiques, où il fallait souvent prendre, pour pouvoir les préparer, pouler du sang de donneurs, eh bien, certains de ces donneurs étaient contaminés par un virus qu'on ne connaissait pas à l'époque, qui était le virus du sida. Et donc, à partir de 1982, on a commencé à voir que les hémophiles étaient, à une extrêmement grande fréquence, contaminés par le HIV,
Et ça a été dramatique parce que, en tout cas, j'ai des chiffres aux États-Unis. 2/3 des hémophiles aux États-Unis, dans les années 80, ont été contaminés par le virus du HIV. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les traitements antiviraux, etc. Et donc, ça a été absolument catastrophique. Donc, de nouveau, on avait aidé, et puis ceux qui aidaient avaient été ce qui apportait la mort. Donc, voilà, c'est un petit peu l'histoire. Hein, c'est que, alors, l'hémophilie, c'est connu depuis très très longtemps, puisque dans le Talmud, il y a déjà, je crois, un type qui s'appelle Ben Gamliel, qui avait écrit que si, après la circoncision, un enfant est mort parce qu'il ne s'arrêtait pas de saigner, on a le droit de ne pas circoncire le frère suivant. Donc ils avaient reconnu que de temps en temps, il y avait des familles où les garçons avaient des problèmes de saignement. Et puis on a reconnu que c'était les garçons, que c'était lié à l'X. En 1939, les premiers travaux montrant qu'il y avait un facteur plasmatique anti-hémophilique. Et à partir de 1955, on commence à tester est-ce qu'on peut faire une infusion de plasma d'un donneur normal et est-ce que ça corrige? Oui, ça corrige, mais ce n'est pas très efficace, il faut beaucoup de plasma, etc. Et en 1965, il y a une chercheuse américaine qui a mis au point une première technique de préparation de concentré de cette activité. Ce n'était pas la protéine purifiée, mais c'était quelque chose de concentré qui pouvait se donner plus facilement. Et donc, c'est ce genre de choses qui a été donné aux hémophiles pendant longtemps, jusqu'à, comme je l'ai dit, en 1982, premier cas de sida. Par la suite, on s'est aperçu que non seulement ils pouvaient être contaminés par le virus du HIV, mais en 1989, on a découvert le virus de l'hépatite C. Comme on ne l'avait pas découvert avant, on ne pouvait pas évidemment tester la contamination de donneurs avant, et donc on s'est aperçu que beaucoup d'hémophiles traités étaient aussi contaminés par l'hépatite C, avec des risques de cancer du foie ou de cirrhose. Heureusement, là, le GI génétique est arrivé, et en 1984, une des premières biotech qui est devenue maintenant quelque chose d'extrêmement important, qui continue, Genentech, qui vient d'ailleurs, je ne me rappelle plus si c'est Genentech qui a acheté Roche ou Roche qui a acheté Genentech, mais enfin il y a eu une fusion de Roche et Genentech, a cloné le gène du facteur 8 de coagulation, ce qui a permis, ça a pris quand même environ 5-6 ans, jusqu'à mettre au point une préparation industrielle d'un facteur 8 de coagulation qui donc n'était plus extrait à partir de sang humain, mais qui était produit par biotechnologie et donc qui n'avait plus le problème de contamination virale. Et donc, à partir de 90-93, les premiers essais cliniques de ce facteur 8 recombinant, qui est maintenant la chose qui, évidemment, est le standard du traitement. Alors, il y a quand même des essais, parce que là aussi, c'est un traitement qui est plus ou moins à vie. Et là aussi, les gens se disaient, mais si on pouvait faire une thérapie génique qui ferait que c'est l'organisme lui-même qui fabriquerait le facteur de coagulation. Alors ça a été surtout étudié sur des modèles précliniques pour l'hémophilie B. Pourquoi l'hémophilie B? Parce que simplement c'est une protéine qui est plus petite, donc c'est un peu plus facile pour la thérapie génique de loger dans un vecteur le gène que pour le facteur 9 de coagulation. En 1999, il y a eu des choses très intéressantes. Il y a un chien spontanément hémophile avec l'hémophilie B, génétiquement, hein, mais c'est une mutation spontanée. Et en utilisant un vecteur qu'on appelle l'AAV, dont je parlerai la semaine prochaine, il y a un papier qui est sorti en disant qu'on arrivait à corriger à long terme, c'est-à-dire, je crois, une correction sur 1 an et demi. On avait fait une injection d'AAV, je crois musculaire, et ce chien produisait suffisamment
de facteur 9 de coagulation pour corriger son hémophilie. Mais en 2003, il y a eu un essai clinique chez quelques hémophiles volontaires, et malheureusement, chez l'homme, ce n'était pas efficace. Et donc, à ma connaissance, pour le moment, il n'y a plus d'essais cliniques là-dessus de thérapie génique, mais peut-être qu'il y a des choses que je ne connais pas ou qui sont en préparation. Mais disons, là aussi, on voit, donc, si vous voulez, une longue histoire, hein, puisque je dirais à partir du moment où on comprenait à peu près, donc vers les années 40, qu'est-ce qui manquait, encore qu'on n'avait pas vraiment le détail quelle était la protéine, la mise au point de premier traitement en 65, finalement le traitement par facteur recombinant vers 93, vous voyez qu'il y a quand même, évidemment, et pour le moment, ce traitement existe. Alors, est-ce que là aussi, je veux dire, vous avez un traitement, est-ce que ça veut dire que tout était résolu? Non, il y a encore des problèmes. Un des problèmes, alors, c'est qu'il y a à peu près 20 à 25% de patients qui développent des anticorps inhibiteurs contre cette protéine qu'on leur injecte. Alors, la plupart du temps, on arrive à quand même prendre en charge ce genre de choses, soit en augmentant la quantité de facteur 8 qui est donnée, ou en faisant des traitements de ce qu'on appelle de tolérisation. Mais tout ça, ça coûte très cher. Je me rappelle qu'un jour, à l'hôpital de Strasbourg, il y avait un hémophile qui avait des problèmes de genoux. C'est très classique chez les hémophiles. S'ils ne sont pas très bien traités, où est-ce qu'on saigne facilement? C'est dans les articulations, parce qu'on se cogne. Et quand on saigne de manière répétitive dans les articulations, ça finit par vous détruire les articulations. C'est ce qu'on appelle le genou hémophile. Et à Strasbourg, on avait un très bon chirurgien qui était apparemment un spécialiste du genou hémophile. Et il y avait un jeune patient qui avait une forte concentration d'inhibiteurs. Et pour faire cette opération, il a fallu, dépenser, je ne me rappelle plus, c'était plusieurs, je crois 100 000 € en facteur 8, juste pour cette opération, parce qu'il fallait lui donner des quantités massives pendant l'opération de facteur 8, parce que comme il avait des anticorps inhibiteurs, il fallait lui en donner encore beaucoup plus. Donc, ça reste un problème qui, en général, peut être pris en charge, mais qui augmente le coût du traitement. Traitement qui, il y en a, est assez cher, et notamment, il y a deux manières de faire ce traitement. Soit on dit, on ne sait pas quand la personne risque de se cogner, risque d'avoir quelque chose, donc on va lui donner un traitement de manière prophylactique tous les 15 jours ou toutes les semaines. Et autrement, il y a ce qu'on appelle le traitement à la demande. Tiens, je vais avoir une intervention dentaire, il me faut un truc, ou je vais faire telle ou telle chose, ou je me suis cogné, donc évidemment, on va en faire. Il y a eu des études cliniques qui ont montré, par exemple celle-là, c'est paru en 2007 dans le New England Journal of Medicine, qui montre que le traitement prophylactique marche mieux et notamment évite plus les problèmes d'arthropathie que le traitement à la demande. Et donc, finalement, on devrait pouvoir faire, on est aux États-Unis, du traitement prophylactique chez tout le monde. Or, si à l'heure où la chose a été faite, il n'y avait que 50% des enfants qui ont été traités par traitement prophylactique. Les autres, c'est le traitement à la demande. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est le coût du traitement pour un enfant de 50 kg. Si le traitement prophylactique, c'est 300 000 $ par an. Alors, vous voyez, bon, aux États-Unis, c'est les assurances. Chacun, il a des assurances qui payent plus ou moins bien, etc. Et donc, si on ne le fait que chez 50%, c'est parce que, pour d'autres, ils n'ont pas les assurances qui leur permettent d'avoir des traitements qui sont aussi chers que ça. Et ça, c'est aux États-Unis. Mais vous voyez bien que dans des pays avec une organisation du système de santé moins
moins dispendieuses où il y a des problèmes, eh bien, il y a encore beaucoup de patients dans des pays qui ne vont pas être traités ou qui vont être maltraités. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, alors, un dernier, parce qu'en faisant la bibliographie là-dessus, j'ai vu un papier du New England Journal of Medicine de 2009. Le New England Journal, c'est un très grand journal, évidemment, qui m'a intéressé. Je crois qu'en France, on n'aurait pas osé faire une étude comme ça. Hein. C'est de comparer, est-ce qu'il y a une différence dans les réactions aux maladies, dans le traitement, etc., entre les groupes de population, notamment, c'est Black Patients, et il y avait des données qui suggéraient que les patients noirs hémophiles, il y a autant d'hémophiles chez les noirs que chez les blancs, hein, il y a certaines maladies génétiques qui peuvent être spécifiques d'une population donnée, parce que vous avez ce qu'on appelle des effets fondateurs. L'hémophilie, en général, c'est des nouvelles mutations. Donc ces nouvelles mutations, elles arrivent chez les noirs, les blancs, les jaunes, etc. Donc c'est des maladies, l'hémophilie A, en tout cas, qui est aussi fréquente dans les différents groupes humains. Et il y a des observations qui suggéraient que les patients noirs américains faisaient plus souvent des anticorps inhibiteurs contre le facteur 8 de traitement, et donc c'était un problème, hein, comme je l'ai expliqué, que les blancs. Donc ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et alors c'est tout à fait intéressant, parce que ce facteur 8 qui est produit, il est produit à partir d'un gène humain, mais les humains, ils ne sont pas tous pareils. Et il y a des petites différences entre humains au niveau de certains acides aminés du facteur 8 de coagulation. Et il se trouve qu'on va dire, c'est un peu, que le facteur 8 qui a été la séquence du gène du facteur 8 qui a été utilisée pour faire le facteur 8 recombinant correspond à la séquence qui est la plus fréquente chez les blancs. Et que dans la population noire, il y a chez 24% d'entre eux, il y a des facteurs 8 qui diffèrent par quelques acides aminés de celui qui a été utilisé pour faire l'anticorps recombinant. Et on pense que ces quelques différences font que le système immunitaire va plus facilement trouver que ce facteur 8 est étranger et donc monter des anticorps contre ce facteur 8 plus facilement. Donc, si vous voulez, c'est un exemple peut-être un petit peu extrême qui montre que le fait qu'effectivement, il y a eu une séquence particulière qui a été utilisée pour faire, de manière industrielle, ce produit thérapeutique, la séquence protéique, fait que certains qui ont une séquence protéique un peu différente ne vont pas réagir tout à fait de la même manière que les autres. Voilà. Bon.